Aujourd'hui, au Détour d'un livre vous présente Les 7 maisons d'Anna Freud d'Isabelle Pandazopoulos. Quand on pense psychanalyse, un nom nous vient immédiatement à l'esprit, celui de son fondateur Sigmund Freud. Mais chez la famille Freud, il y avait aussi Anna, la fille, l'héritière, celle qui personnifia, si l'on peut dire, le complexe d'Oedipe dans son sens le plus large. Cherchant à être la préférée de son père, à évincer dans le cœur de celui-ci ses autres enfants, Anna était avant tout celle qui le comprenait le plus et avec qui il pouvait parler de ses concepts. Peut-être ne parvenant pas à trouver tout à fait sa place dans la fratrie, elle développa de multiples problématiques comme un sentiment profond d'infériorité, une introversion, une santé souffreteuse accentuée par le fait d'aimer une femme à une époque où la société était loin d'être ouverte sur le sujet. Découvrons donc ici Anna Freud et ses 7 maisons sous la plume d'Isabelle Pandazopoulos. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de partager, d'activer la cloche. Allez, c'est parti. Les 7 maisons, ce sont donc les étapes marquantes de la vie d'Anna Freud, mais cela pourrait être tout autant les 7 endroits qui furent importants pour elle. Ce qui définit le mieux la fille de Sigmund, c'est d'avoir été une figure complexe. Enfant, institutrice, psychanalyste femme, amoureuse et garde-malade, mais aussi anorexique, dépressive, fusionnelle, et avec un besoin de s'affirmer envers et contre tout. Envers son père, envers sa famille, mais aussi envers la société. Le livre commence à Londres. Nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en 1946 et la famille Freud y est exilée après avoir fui l'Autriche et le nazisme. Sigmund est mort en 1939. Et Anna vit dans la maison au 20 Maresfield Gardens avec sa mère Martha. Paula, une infirmière qui a fui l'Allemagne, est recrutée par Martha pour demeurer au chevet d'Anna, qui est malade, et faire en sorte que celle-ci aille mieux. Il faut faire fuir le démon Azraël, l'ange de la mort de l'héritière. Pour cela, les 2 femmes conviennent d'un stratagème. Paula se nommera Anna, et Anna portera un autre prénom afin que le démon soit trompé. Cela semble étrange à Paula, mais elle accepte, et cela fonctionne, car Anna, qui dorénavant se nommera Amy Loster, oui comme Loster, semble aller mieux au fil des jours et va même se livrer à Paula. Elle va en effet lui raconter sa vie à travers plusieurs personnalités qui ont cheminé son existence. Lou Andrea Salomé, âgée alors de 60 ans, qui va se montrer une oreille attentive et va encourager Anna à écrire, à devenir institutrice, puis psychanalyste. Ce sera ensuite Dorothy, l'américaine divorcée, mère de famille, qui trouvera refuge en Autriche et qui deviendra la compagne d'Anna. Et il y a bien sûr la relation d'Anna avec sa famille, son père, sa mère, ainsi que ses neveux. Mais aussi la relation d'Anna avec la maladie, celle de son père Sigmund, mais aussi la sienne, et sans oublier bien sûr la psychanalyse et son combat pour contrer les idées de Mélanie Klein sur les enfants. Le livre d'Isabelle Pandazopoulos est autant une saga familiale donc qu'un portrait de la psychanalyse en développement ancré dans les tumultes du XXe siècle et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Les points forts. Isabelle Pandazopoulos nous plonge dans les pensées et les émotions d'Anna, rendant le récit très personnel. La narration, fragmentée comme une série de souvenirs, permet de partager les moments les plus importants de la vie de son personnage principal, Anna. Le sujet de la psychanalyse est plutôt mis en arrière-plan ici. L'auteur survole les concepts de sorte qu'il ne soit pas omniprésent et ne vole pas la vedette à Anna. L'intérêt tourne tout autour de la personnalité de celle-ci, de ses pensées, de sa relation avec son père. Ceci est plutôt bien retranscrit, tout comme l'est sa relation avec Dorothy. Point faible. La problématique du livre tient à son rythme. L'histoire ne suit pas une structure linéaire et la dynamique se perd parfois. Le début est un peu long et on a du mal à s'accrocher au récit. Puis vient l'histoire avec Lou Andrea Salomé et on raccroche un peu, puis de nouveau cela ralentit, devient moins intéressant. Puis arrive Dorothy et hop, le rythme reprend, puis avec la fin se délite à nouveau. L'auteur, si elle montre bien l'ambiance familiale avec Sigmund et Martha, élude plutôt celle avec le reste de la fratrie, ce qui est un peu dommage. Il aurait été plus intéressant peut-être de partir sur un jeu confidence entre Anna et Amy et Paula. Si cela est suggéré au début, on perd l'idée ensuite, puisque cela passe à de la narration pure. Et pour le coup, on perd de vue une exploration plus approfondie de la personnalité d'Anna Freud. Tout son travail consistant aussi à bâtir une école pour les enfants est survolé également.
Conclusion, Les 7 maisons d'Anna Freud, c'est un roman qui permet, pour ceux qui ne connaissent que de nom Anna Freud, de découvrir cette femme en quête d'identité et d'indépendance dans un environnement intellectuel dominé par la figure écrasante du père de la psychanalyse. Le livre plaira à ceux qui s'intéressent aux histoires de vie intime, aux récits psychologiques et bien sûr à la psychanalyse, même si les longueurs pourront décourager les autres lecteurs en quête d'un rythme plus soutenu. Les 7 maisons d'Anna Freud d'Isabelle Pandazopoulos, un livre que j'ai mis la note de 3 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cette capsule, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de me dire en commentaire si vous avez lu le livre, si vous comptez le lire, de me dire même ce que vous préférez comme type de livre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur audétourdunlivre.com. Un écran devant moi, l'histoire se déroule, je plonge dans les mots, les pages qui s'écoulent. Vidéo en cours, critique et récit, une chaîne enchantée, la vie bien choisie.